Merci, c'est très gentil. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être un rappel, mais aussi un approfondissement, un panorama des grands courants méthodologiques dans l'enseignement des langues étrangères, et notamment dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors ce panorama, on va l'organiser de façon chronologique. Non que ce soit le seul critère possible, mais c'est l'un des critères structurants du domaine, puisque les évolutions se sont succédées dans le temps de façon de plus en plus accélérée. Vous allez voir que les renouvellements sont de plus en plus rapides. Et parce que chaque nouvelle méthodologie prétend, évidemment, répondre aux insuffisances des méthodologies précédentes. Donc le critère chronologique n'est pas un mauvais critère, à condition qu'on garde à l'esprit la réserve suivante, et elle est importante. C'est que ce n'est pas parce qu'apparaissent de nouvelles méthodologies que les méthodologies précédentes disparaissent. Dans l'enseignement des langues, comme dans beaucoup de domaines, les innovations ne viennent pas remplacer, en tout cas pas majoritairement remplacer les systèmes précédents, elles viennent, les innovations, simplement s'y ajouter. Ce qui signifie, vous allez le voir, que, bon, les méthodes les plus anciennes, puisqu'on va remonter au Moyen-Âge, quand même, les méthodes les plus anciennes ont été à peu près totalement abandonnées, mais je dis bien à peu près, parce que, en grande partie, ce que vous trouvez dans les méthodes à 6000, par exemple, ça relève de ce qu'on trouvait comme manuel de conversation au XVe siècle, ce qui n'est pas un jugement de valeur de ma part, mais largement abandonné. Et ensuite, on a eu des méthodes traditionnelles, et puis des méthodes plus modernes, audiovisuelles, audio-orales, etc. On va y venir. Et vous savez, pour l'avoir vécu vous-même, dans vos apprentissages de langue, qu'on rencontre encore aujourd'hui, ici ou là, des méthodes traditionnelles, alors qu'on n'en a plus inventé de nouvelles depuis maintenant quasiment un demi-siècle. Mais celles qui étaient là continuent à être utilisées. Donc on est bien clair, il y a, enrichissement de l'éventail méthodologique, sans qu'il y ait substitution définitive. Ce qui est d'ailleurs parfois regrettable. Je vous rappelle que quand on parle de méthodologie, on parle des principes généraux de l'enseignement et que ça se concrétise dans des supports. Et que parmi les supports qui constituent donc des méthodes, vous allez trouver des manuels. Mais pas exclusivement des manuels, c'est-à-dire des supports écrits, puisque nous allons avoir de plus en plus, en avançant dans le temps, vous allez le voir, c'est ce que vous avez connu vous, des supports audiovisuels. Bande son, film, image. Voilà pour la précision terminologique. Ce qui nous importe quand on analyse une méthodologie, quand on essaye de savoir quels sont les principes fondamentaux qui la sous-tendent, c'est d'une part la question didactique, vous savez que c'est celle qui nous réunit principalement ici, c'est-à-dire quels contenus ont été sélectionnés, comment ont-ils été organisés, présentés, pour quelles raisons. Mais aussi la question pédagogique, qui est en aval de la réflexion, c'est-à-dire quels sont les objectifs d'apprentissage qui sont visés par la méthodologie. Et d'une méthodologie à l'autre, tout ça change. Même les objectifs d'apprentissage. On pourrait croire que toutes les méthodes de langue ont les mêmes objectifs. Enseigner une langue à quelqu'un. Non. Justement, il y a un certain nombre de méthodologies dont l'objectif n'est pas la langue. D'autres dont l'objectif est exclusivement une certaine partie de la langue. Ce qui fait que ce critère pédagogique est aussi un critère pertinent. Alors entrons donc dans l'histoire. Et commençons par les méthodes les plus anciennes, qui sont les méthodes qu'on trouve au Moyen Âge et surtout à partir
du XVIe siècle. Oui, oui, mais bon, l'histoire est souvent éclairante. Alors, les premiers rudiments de méthode d'enseignement du français langue étrangère remontent principalement au XVe siècle, fin du Moyen Âge. Il y avait déjà à l'époque des méthodes, on va appeler ça comme ça, même si le terme est anachronique évidemment, des méthodes d'enseignement du français langue étrangère. Alors, on appelait ça des livres de manières, puisque ce que ça enseignait, c'était ce qu'on appelait à l'époque des manières de langage. Ce qui veut dire, en fait, comment parler une langue. Or, il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi j'en connais 3, ce qui est incomparable avec les dizaines et les dizaines de méthodes actuelles, évidemment, mais elles ont comme caractéristique commune d'enseigner la langue exclusivement à travers l'écrit. Évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas de support pour enregistrer le son. D'enseigner la langue à partir du latin, c'est-à-dire que notamment les commentaires, les présentations sont rédigés en latin, ce qui nous fait dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle des méthodes indirectes. Méthode indirecte, ça veut dire qu'on enseigne la langue par le biais d'une autre langue, que ce soit celle des apprenants ou une langue tierce. On enseigne le français par des explications en latin. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait de l'enseigner à des anglophones, puisque toutes ces méthodes sont des méthodes britanniques. Pour des raisons historiques bien connues, hein, vous savez que c'est l'époque où les Anglais, on va en rester là, pour pas trop généraliser, ont commencé à abandonner le français comme langue officielle et où l'aristocratie cherchait malgré tout à le conserver. Donc on a créé des méthodes pour enseigner le français aux jeunes aristocrates britanniques pour qu'ils puissent continuer à maîtriser ce qui avait été pendant longtemps la langue du pouvoir en Grande-Bretagne, la langue du trône d'Angleterre. Donc, méthode écrite, indirecte via le latin, ayant comme public exclusif, justement, des aristocrates, des nobles, donc une certaine élite sociale. C'est obligé d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait qu'ils sachent lire pour pouvoir utiliser les manières de langage. Or, à l'époque, les franges de la population qui étaient alphabétisées étaient très réduites, et c'était les clercs et les aristocrates. Ce sont, au Moyen-Âge, des poèmes rimés pour la plupart. Vous voyez un petit peu le naturel de la langue qu'on enseignait. Donc la langue est rimée. Et on imagine des situations de vie qui donnent lieu à des dialogues très artificiels. Alors, c'est par exemple, c'est pour ça que ça me rappelait un peu les méthodes assimiles, c'est par exemple, le jeune aristocrate britannique arrive le soir à l'auberge, alors il rentre et il dit « Hola tavernier, du vin et du meilleur », et ça continue rimé. Alors là où c'est très très rigolo, c'est que c'est pas naturel du tout, parce qu'évidemment, on énumère toutes les choses possibles qu'il peut dire. Donc il va dire « Hola, bonjour, bonsoir, comment ça va, comment allez-vous, vous portez-vous bien ?» Et il va continuer. Est-ce que vous avez une chambre, un logement, un appartement, un lit? Et l'autre va lui répondre, oui, et que désirez-vous manger? Du poulet, du lapin, du rôti, du roast beef, des carottes, des pommes de terre, du chou. Et on passe en revue tout ce qu'on peut dire. Donc on a des espèces de stocks de vocabulaire complètement artificiels. C'est pas le pire qu'on ait trouvé, hein, parce que c'est quand même une méthode de la langue en dialogue. Dialogue artificiel, mais dialogue quand même. À partir du XVIe siècle, la réflexion sur les langues, et notamment les langues dites vulgaires de l'Occident, commence à se développer. Vous savez que jusqu'au XVIe, c'est le latin qui reste la langue sacrée, la langue dominante, la langue de l'écrit, du pouvoir, et qu'à partir du XVIe, les langues dites vulgaires commencent à le remplacer. C'est l'époque où le français commence à être perçu comme une vraie langue, digne d'occuper un certain nombre de positions de prestige qu'occupait jusque-là le latin. Je vous renvoie pour ça à la Pléiade pour la littérature, aux écrits philosophiques,
qui paraissent au XVIe, enfin tout le renaissantisme pour ce qui est du français, mais aussi pour ce qui est d'autres langues européennes hors du latin. Alors du coup, on aboutit à deux choses. D'une part, on commence à faire, pour la première fois, des grammaires du français. Hein, la première grammaire connue du français date de 1530, si mes souvenirs sont bons. Et elle est due, bien sûr, à un sujet de Sa Gracieuse Majesté. Puisque, encore une fois, là où il y avait une vraie préoccupation de transmission du français, c'était en Grande-Bretagne, c'était en Angleterre, où la langue était en train de se perdre chez les aristocrates pour être remplacée par l'anglais, qui jusque-là était considéré comme la langue des paysans. Hein. Donc, des grammaires qui imitent les grammaires latines, parce qu'évidemment, le latin reste le modèle. Donc, on a un enseignement qui est fondé, comme l'enseignement du latin, sur la traduction de textes littéraires, le fameux thème version, hein, évidemment exclusivement sur l'écrit, pire encore que dans les méthodes du siècle précédent, parce que là, il n'y a même plus de dialogue. Hein. On donne aux gens qui veulent apprendre la langue une grammaire, point, avec l'idée qu'il suffit d'apprendre les structures de la langue pour pouvoir la parler. Donc, exclusivement centré sur l'écrit, sur des règles qui sont les règles du latin transposées au français. On n'a même pas fait une véritable étude des structures spécifiques du français. On plaque la grammaire du latin sur le français, y compris les déclinaisons. Il fallait quand même le faire. Hein. Simplement, au lieu d'avoir un exemple décliné, on a un exemple avec une préposition. Mais ça continue à s'appeler pareil. L'attributif, l'accusatif, le nominatif, etc. Vous imaginez le décalage, hein, donc dans la présentation, dans la compréhension qu'on pouvait en avoir quand on lisait ça. Et de toute façon, on continuait à s'adresser exclusivement à des milieux aisés, à des élites économiques, culturelles, politiques. Il fallait savoir lire, il fallait avoir le temps d'être scolarisé, etc. On est toujours dans de la méthode indirecte. On apprend une langue par des explications données sur cette langue et notamment par des explications données soit dans la langue des apprenants, soit en latin. On n'enseigne pas le français en français. On enseigne le français en latin ou en anglais, par exemple. Ce qui n'est sans doute pas ce que vous avez connu, ça a considérablement changé depuis. Donc là, on a ces méthodes qu'on va appeler les méthodes traditionnelles, au fond, qui se mettent en place au Moyen-Âge et au XVIe siècle, et qui vont durer, en gros, jusqu'au XIXe, jusqu'à la fin du XIXe siècle. À quelques détails près, rien n'a changé pendant toute cette période. Parce qu'on avait, il faut quand même bien comprendre, même si ça peut nous paraître un peu... Avec le recul, on se dit, mais enfin, c'est pas vrai, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Il faut bien comprendre qu'ils avaient à l'époque l'idée, qui n'est pas idiote, hein, attention, c'est pas, je veux dire, c'est pas des gens qui ne savaient pas réfléchir, mais qui réfléchissaient d'un certain point de vue. Ils avaient à l'époque l'idée que c'est une vieille tradition occidentale, une langue c'est avant tout une grammaire, c'est-à-dire avant tout une norme écrite, que les vraies langues, les modèles, c'était les langues anciennes, donc des langues mortes, et que les langues modernes n'avaient de dignité qu'à condition qu'elles ressemblent le plus possible aux langues anciennes, c'est-à-dire à des langues mortes. Donc qu'on les enseigne comme des langues mortes à l'époque, c'était parfaitement cohérent dans la pensée à la fois linguistique et puis, disons, scientifique générale de l'époque. Les modèles étaient des modèles anciens. De toute façon, il n'y avait pas de visée concrète effective, on s'adressait qu'à une petite minorité qui avait par ailleurs les moyens d'aller passer un séjour linguistique, ça ne s'appelait pas encore comme ça, vous imaginez bien, mais d'aller passer un séjour linguistique. Alors, une fois que le fils du marquis de Machin Chouette avait bossé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans sur sa grammaire avec un répétiteur, on l'envoyait en stage, on ne disait pas ça comme ça, pendant 6 mois, à la cour de France si on pouvait, ou dans une autre cour où on était plus ou moins francophone, et c'était là qu'il allait se frotter à la langue parlée effective. Mais à quelle langue parlée, évidemment, hein?
pas du tout à une langue usuelle, quotidienne, populaire. C'est une situation de hiérarchie sociale très forte et elle se retrouve, y compris dans les pratiques d'enseignement social des langues. Alors, là où on commence à avoir un changement, c'est pendant le XIXe siècle, et ça aboutit au début du XXe siècle, et on a un deuxième grand courant, qu'en gros, on peut dater de, mettons, 1900 jusqu'à 1950, qui est marqué principalement par l'essor de l'enseignement du français. Là, on commence à faire un enseignement de masse. Mais détrompez-vous, il ne s'agit pas d'un enseignement de masse du français à l'étranger, il s'agit d'un enseignement de masse du français en France. Parce que c'est l'époque de la scolarisation obligatoire. Hein, les lois Jules Ferry, je vous rappelle, c'est 1882-1886. Et je vous rappelle aussi que jusqu'à la fin du XIXe siècle, au moins les 3/4 des Français ne parlaient pas français, mais les langues régionales, plus ou moins proches, ou parfois très distantes du français. Pensez au basque. Et donc c'est l'époque où on a essayé de mettre au point des méthodes d'enseignement du français à des gens qui ne le parlaient pas de façon massive. Du coup, on met au point une innovation absolument fondamentale dont on pense, d'après les sources historiques qu'on a, qu'elle est due à un inspecteur de l'enseignement primaire du Finistère. Mais il n'y a pas de quoi être fier, vous allez voir, même si ça s'est passé en Bretagne, puisqu'il a été l'inventeur de ce qu'on a appelé la méthode directe. C'est-à-dire l'idée, à l'époque tout à fait révolutionnaire, que pour que quelqu'un apprenne une langue, il fallait lui enseigner cette langue dans cette langue. Enseigner le français en français, en rejetant hors de la classe la langue de l'apprenant. En l'occurrence, pour l'inspecteur en question, c'était le breton. Il partait du constat qu'en enseignant le français à l'aide du breton, on continuait à légitimer un certain usage du breton. Et que comme il voulait non seulement rendre les enfants francophones, mais leur faire abandonner le breton, parce que le but, ce n'était pas le bilinguisme, hein, le but, c'était de passer au monolinguisme français, la meilleure des solutions, c'était d'interdire l'autre langue dans la classe. Et donc la méthode directe, au départ, a été mise au point pour rendre plus efficace l'enseignement d'un français qui deviendrait un enseignement exclusif d'autres langues. Ça, c'est fin 19e, début 20e que ça se met en place, et le ministère de l'Instruction publique, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, a trouvé l'idée géniale, et là, très rapidement après expérimentation, recommandé chaudement à tous les enseignants de français de France. Ça a commencé à pénétrer l'enseignement des langues étrangères, en fin de compte, après la guerre de 14-18, et là pour une autre raison historique aussi. On a les premières traces dans les instructions officielles dans les années 1920. C'est parce qu'on s'est rendu compte sur le front que les soldats français étaient particulièrement mauvais en langue étrangère, ce qui pouvait leur poser des problèmes. Et à la suite de ce constat, on s'est dit comment faire pour que l'enseignement des langues étrangères, qui était évidemment peu développé à l'époque, soit plus efficace. Et on a été piocher la même idée de la méthode directe, en faisant la méthode qu'on a appelée méthode directe active. Avec l'idée que pour que les gens apprennent une langue étrangère, vous allez voir à quel point c'était révolutionnaire, à quel point ça va vous surprendre, il faut la leur faire pratiquer. Ah, grande découverte. Pour pouvoir apprendre une langue, il faut qu'on s'adresse à vous dans cette langue et qu'on vous mette en situation d'avoir à répondre dans cette langue. Méthode directe active. Alors ça vous paraît d'une banalité extrême, j'imagine, mais à l'époque c'était particulièrement nouveau. Parce que jusque-là on avait enseigné les langues à l'écrit, sans parler ou en parlant très peu, à partir d'une langue autre qui servait de langue d'explication. Donc, on met en place les méthodes directes actives
Ce qui permet, première conséquence importante, de réduire énormément les activités de traduction. Là, du coup, évidemment, on a beaucoup moins besoin de faire du thème et de la version, puisqu'on essaye de pratiquer directement la langue. C'est-à-dire qu'on est en train de commencer à abandonner le modèle des langues anciennes, pour essayer de voir émerger, au fond, un véritable mouvement méthodologique d'enseignement des langues vivantes. C'est d'ailleurs l'époque où on commence à distinguer langue ancienne et langue vivante. Jusque-là, on n'osait pas trop dire que le latin n'était pas une langue vivante. Ça restait quand même la langue de référence. Je vous rappelle que jusque dans les années 50, en France, l'épreuve de sélection la plus importante pour réussir à accéder notamment à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles, c'était le thème latin. Parfois même, mais là ça devient plus élitiste, le thème grec. Grec ancien, bien sûr. Hein. Plus tard, c'est devenu les maths. Après, ça a été les bacs C qui ont eu accès à un certain nombre d'écoles prestigieuses. Mais jusque dans les années 50, c'était le fort en thème latin. Le bon élève, c'était le fort en thème latin. Demandez à vos grands-parents s'ils ont eu ces cursus-là, je pense qu'ils doivent s'en souvenir encore. Donc, les objectifs restent évidemment des objectifs grammaticaux, mais on commence à s'approcher, petit à petit, d'une véritable pratique de la langue, et plus seulement d'une connaissance de la langue. Vous voyez, la distinction est fondamentale. Hein. Soit on enseigne du savoir sur la langue, soit on enseigne de la pratique de la langue. Et éventuellement les deux. Mais là, ça devient la cerise sur le gâteau. Or, nous on le sait maintenant parce qu'on a testé l'ensemble, il est tout à fait possible d'apprendre une langue sans en avoir un savoir conscient. C'est le cas de l'apprentissage de la langue dite première ou maternelle. Quand vous apprenez, on ne vous donne pas des règles de grammaire et on ne vous fait pas des explications de vocabulaire et de phonétique. Vous apprenez ça spontanément, sans réfléchir. Si vous êtes d'un seul coup transplanté dans une situation où vous avez à parler une autre langue, dans un autre État, dans un autre pays, dans une autre région du monde, ben vous l'apprendrez sur le tas. Et on ne vous donnera pas de cours de grammaire, on ne vous donnera pas de cours de phonétique dans un laboratoire, vous déduirez des pratiques de vos propres tâtonnements, un apprentissage et donc une possibilité d'utiliser la langue. Donc c'est possible, mais à l'époque on n'y pensait pas. D'un autre côté, je connais des tas de linguistes, moi y compris, qui ont des connaissances encyclopédiques abstraites sur une langue, mais qui sont absolument incapables de la parler. Moi je sais des choses sur le fonctionnement du turc, sur le fonctionnement du chinois, ou sur, on va prendre des choses plus proches de moi, du fonctionnement de l'allemand, mais je suis incapable de m'exprimer, ne serait-ce que pour demander mon chemin ou un verre d'eau, en turc, en chinois ou en allemand. Donc, l'idée de dissocier, au moins partiellement les deux, est une idée fondée. Simplement, elle n'est pas apparue à l'esprit des gens direct. 50, on entre pendant une décennie, en gros, dans la phase où se développe d'un seul coup la recherche en didactique et en pédagogie des langues étrangères. Alors ça s'explique très bien historiquement. Hein. Je vous rappelle que les années 50, 60, c'est la décolonisation. C'est-à-dire la perte de pouvoir sur le monde des grandes puissances occidentales. D'où, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos langues continuent à rester des grandes langues de communication? Avec l'idée par-dessous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que grâce à ces langues, on continue à garder du pouvoir, y compris politique et économique? Il faut être clair là-dessus. C'est aussi l'époque de l'émergence des premiers grands ensembles internationaux, la première communauté européenne, l'ONU, l'Empire soviétique, peut-être même faudrait-il mieux dire l'Empire communiste, puisque ça implique des tas de pays et donc des tas de langues, le problème de la guerre froide, qui n'est pas sans incidence, vous allez voir, parce que comment faire en sorte pour que nos espions parlent la langue de l'autre exactement comme l'autre et qu'on ne les repère pas? Voilà l'une des questions qui a motivé des chercheurs, notamment américains.
Donc on est à une époque charnière où beaucoup de choses changent sur le plan historique et social et où on se rend compte qu'on a besoin de mettre au point des méthodes efficaces, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus efficaces d'apprentissage des langues. Alors on s'en donne les moyens. Par exemple, pour ce qui est du français, parce que c'est l'époque où l'État crée des organismes publics chargés de faire de la recherche et de la diffusion du français langue étrangère, et qui vont commencer à publier des méthodes. Mais c'est aussi l'époque où on trouve la même chose dans le monde anglophone, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans le monde hispanophone aussi, pour un certain nombre, notamment de grandes langues européennes, évidemment, puisque c'est les anciens pouvoirs coloniaux. Alors, qu'est-ce qui frappe à cette période charnière? Frappe deux choses. D'abord, on commence à se poser des questions de pédagogie. C'est-à-dire de quelles sont les conditions les plus appropriées pour qu'un apprentissage se réalise. Est-ce qu'il faut travailler en grand groupe, en petit groupe, tout seul? D'abord par écrit, d'abord par oral? Pendant combien de temps? Sur quelle durée? Avec quel type d'outils? Pour ce qui est des langues, avec quel mode de perception? Auditive, visuelle, etc. On commence à se poser ces questions-là. Je vous rappelle qu'en même temps, bon, c'est la grande émergence des sciences de l'homme, c'est l'époque de la pédagogie freinée, c'est l'époque des premiers grands travaux en psychologie cognitive, etc. Donc ce qui frappe, c'est on se pose des questions pédagogiques. C'est nouveau. L'idée qu'après tout, apprendre, ça ne va pas de soi, et qu'il y a des modalités. Alors là, on va chercher à l'époque, vous allez voir que ça peut être étonnant, comme modèle dominant, grâce à l'influence ou à cause de l'influence américaine, le modèle qu'on a appelé comportementaliste. En français habituel, on appelle ça le behaviorisme. Mais il me semble qu'en français tout court, on comprend bien avec comportementaliste. C'est-à-dire l'idée que la communication linguistique, c'est un comportement, et qu'un comportement peut se conditionner par l'acquisition d'automatismes. Le réflexe de Pavlov. Donc, qu'on va vous soumettre, alors il y en a peut-être qui ont connu ça, mais c'était peut-être déjà passé de mode quand vous avez découvert ça à l'école. On va vous soumettre, par exemple, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois la même question, et à chaque fois vous devez répondre du tac au tac. Simplement, on va changer un mot. Alors, c'est lié, vous avez peut-être entendu parler de ça, les exercices structuraux. Ça ne rappelle pas quelque chose? C'est lié à la notion de structure en langue. Ça vient, en anglais, c'était structural drills. C'est de là que ça vient, des méthodes américaines. Alors, l'exemple, c'était l'exercice où il y avait 100 phrases qui étaient de type, alors l'enseignant donnait à l'élève, je vais prendre un exemple en français, Pierre mangeait pommes de terre. Il faut répondre, Pierre mange des pommes de terre. Je mangeais pommes de terre, je mange des pommes de terre. Marie mangeait pommes de terre, Marie mange des pommes de terre. Il mangeait pommes de terre, il mange des pommes de terre. Et on change à chaque fois de personne. Et on fait ça. Un espèce de jeu de ping-pong. Mais alors vraiment le ping-pong comme quand on voit les champions. Ça va très très vite, on ne voit plus la balle. Et avec l'idée que ça va conditionner une acquisition de structure de façon tout à fait automatique. Bon, ça a été discuté par la suite, mais on a vu ça pénétrer directement les anciennes méthodes traditionnelles, parce que ça reste quand même très peu basé sur la communication effective. On imagine mal des gens dans la rue qui d'un seul coup se mettent à se poser 20 fois la même question. Est-ce que tu manges des patates? Oui, je mange des patates. As-tu mangé des patates? Oui, j'ai mangé des patates. C'est pas très réaliste. On est dans la même idée d'un enseignement un peu artificialisé. Donc, on fait des exercices structuraux de façon répétitive pour essayer de conditionner. L'oral commence à prendre de la place parce qu'on commence à disposer d'un matériel d'enregistrement. C'est les premières bandes magnétiques. On commence à pouvoir avoir dans une classe un magnétophone où on entend de la langue. C'est révolutionnaire. À ça doit s'ajouter le fait que c'est l'époque où on invente les laboratoires de langue, puisqu'on peut enregistrer de la langue. Ces fameux laboratoires de langue
où là aussi on va conditionner les gens à répéter des sons à l'infini, en pensant qu'à force de répéter des listes de mots, ils vont acquérir automatiquement la prononciation. Et puis, grande rupture, à partir des années, fin des années 60, années 70, on voit apparaître les premières méthodes audiovisuelles. Et je dis grande rupture parce que là, les principes méthodologiques, grâce évidemment à l'évolution précédente, mais quand même, vont être considérablement différents. On va renvoyer le balancier complètement de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une méthode audiovisuelle? D'abord, il n'y a pas seulement un manuel, il n'y a même parfois pas de manuel du tout. Par contre, il y a de l'image, au début c'est sur un film fixe, et du son. Ça veut dire qu'on accorde la primauté à l'oral, alors que jusque-là on accordait la primauté à l'écrit. Ça fait un sacré changement. La langue, c'est fait pour être entendue et parlée. Alors que jusque-là, on se disait, la langue, c'est avant tout de l'écrit. Les éléments linguistiques que les gens entendent sont des dialogues en situation de vie quotidienne. Au début, un petit peu artificiel, et puis très rapidement, on arrive à produire des scénarios qui tiennent debout. Ça aussi, c'est radicalement nouveau, parce que jusque-là, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la méthode qu'on va étudier la semaine prochaine, qui est une méthode traditionnelle, il n'y avait jamais des gens qui dialoguaient. Il y avait éventuellement une voix, et à coup sûr un texte qui vous disait « Ceci est un crayon ». Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un crayon. Si vous répondez c'est un crayon, vous avez faux déjà. Et surtout pas un crayon, parce qu'il faut faire des phrases complètes. On n'est pas du tout dans une communication réaliste, on était dans des énoncés artificiels. Là non, on a du dialogue, c'est quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui dit bonjour, ça va, je m'appelle machin, qu'est-ce que vous faites ici? Ben tiens, je viens boire un coup. On commence à avoir de la vraie conversation, de la vie quotidienne. Alors, regardez ce que ça implique. Ça implique aussi qu'on est en train de remettre en question la norme linguistique. On n'enseigne plus de la belle langue littéraire standard, grammaticale. On enseigne du parler quotidien. On est évidemment en méthode directe. Alors là, à coup sûr, hein, c'est-à-dire l'idée c'est le bain linguistique, l'apprentissage par immersion. Paf, on vous met dans la salle et dans cette salle, on ne parle que la langue que vous voulez apprendre. Immersion, méthode directe. L'idée de fond, discutable d'ailleurs, c'était qu'il était possible d'apprendre une langue autre comme on avait appris sa langue première. Par imprégnation directe, par tâtonnement communicatif. Ça tient debout en partie, c'est en partie discutable aussi. Mais en tout cas, c'est l'idée à laquelle on s'est accroché. Alors vous voyez le retour de balancier. On avait des méthodes d'abord indirectes et puis un peu directes, mais très artificielles, grammaticales, écrites, et d'un seul coup, on vous sort des méthodes à l'époque complètement révolutionnaires. D'ailleurs, les premiers qui ont fait ça, on les a pris un peu pour des fous, hein, où il n'y a plus de texte, il y a des images, de la parole enregistrée, de la langue authentique. Imaginez le changement. Ça a été d'abord expérimental, puis quand on a vu que ça produisait des bons résultats, parce que ça marche bien évidemment, ça s'est relativement rapidement généralisé, ce qui fait que, en gros, à la fin des années 70, par exemple, dans tous les collèges de France, l'enseignement des langues se faisait désormais avec des méthodes audiovisuelles. Et qu'en tout cas, tous les nouveaux enseignants se mettaient à ces méthodes-là. Alors ça n'empêche pas qu'ici ou là, il y a des gens qui sont restés fidèles à des méthodes traditionnelles, bien sûr. Hein. Mais il y a eu un véritable engouement et la révolution a porté d'une certaine façon. Ce qu'on a reproché évidemment à ces méthodes, ça a été deux choses. Au départ, qu'elles avaient bien réfléchi à l'aspect pédagogique. Pour apprendre une langue, il faut la vivre, il faut la parler, bon, tout cet aspect modalité de contact avec la langue, mais pas bien réfléchi aux aspects didactiques. C'est-à-dire que, bon,
D'accord, des dialogues de la vie quotidienne, mais quel dialogue? Quelle vie? Et donc, il y a des travaux qui ont été réalisés pour essayer d'identifier les situations de vie les plus courantes avec le vocabulaire ou les énoncés qui vont avec. Que ça ne soit pas au pif, mais que ça soit réfléchi. D'accord de la vie quotidienne, bon et alors dans la vie quotidienne, au fond, qu'est-ce qu'on dit? Dans quelle situation on se trouve? Par quoi on va commencer? Par quoi on va continuer? Est-ce qu'on a des listes de fréquences du vocabulaire à apprendre? Voilà le genre de questions qu'on s'est posées, qui manquaient un peu au début. Qu'on va voir pénétrer petit à petit les méthodes dans les années 80, mais je vais vous en parler parce qu'il va y avoir un changement complémentaire important. Et puis l'autre problème, c'est qu'évidemment, on leur a reproché d'avoir envoyé le balancier trop loin de l'autre côté. C'était très écrit, grammatical, normatif, c'est devenu plus du tout écrit, quasiment plus grammatical, c'était quasiment un mot banni, grammaire, vous parlez à un spécialiste de l'enseignement des langues, méthode audiovisuelle de grammaire, il a les cheveux qui se dressent sur sa tête en disant va des rétro grammaticas, il faut adapter. Plus de grammaire, plus d'écrit ou l'écrit plus tard, voire même interdiction d'écrire, hein, il y avait des consignes qui disaient interdiction d'écrire pendant les 3 premiers mois. Bon, il y a peut-être des gens, ça pouvait les aider quand même et ça manquait. Donc on a dit on va recentrer un peu le balancier. Alors on a abouti 5 80 à ce qu'on a appelé les méthodes. Alors vous allez voir, ça se complique un peu comme toujours quand les choses évoluent, ça se spécialise et ça jargonne. Des méthodes qui sont sur le plan de la forme, des méthodes audio-orales et non plus audiovisuelles. On va voir la différence. Des méthodes audio-orales et sur le plan du contenu, ça jargonne un peu plus, des méthodes dites notionnelles, fonctionnelles. Alors je m'explique. Audio-oral, ça veut dire que il y a toujours du support audio, on entend toujours de la langue et notamment du dialogue. Alors du coup, c'est plus sur des grosses bandes magnétiques, c'est sur des cassettes, parce que c'est l'époque où ça commence à se diffuser. Seulement qu'on n'a plus une image projetée sur un écran, mais qu'on a à nouveau un manuel et les images sont imprimées sur les pages. C'est-à-dire que l'image n'a plus la place principale. C'est pour ça qu'on les appelle plus audiovisuels. Alors regardez ce que ça implique. Hein. Si vous avez un manuel avec l'image sur la page, qu'est-ce que vous voyez en même temps? Le texte. Ça implique un certain retour de l'écrit. Alors au début, retour timide et masqué. C'est-à-dire qu'au début, vous avez peut-être vu ça, hein, vous aviez des méthodes où le texte était toujours au même endroit, il y avait un cache pour qu'on puisse voir les images sans voir le texte. Alors on commence à s'approcher de votre génération à vous. Et puis après, beaucoup plus décontracté, le texte est visible par tout le monde tout le temps dès le début. Donc on a un retour de la langue écrite qui reste secondaire, c'est pas la priorité, mais elle est à nouveau là alors qu'on l'avait totalement bannie ou fortement bannie. Donc audio-oral à cause de ça. Notionnel fonctionnel parce que là, très clairement, on affirme le même choix que les méthodes audiovisuelles précédentes, c'est-à-dire l'objectif, c'est plus la langue, c'est la communication. L'objectif, c'est pas de savoir la langue, c'est de communiquer dans la langue. Et donc, il faut que la langue puisse fonctionner. L'enseignement est fonctionnel. On apprend à communiquer. Et pourquoi notionnel? À cause justement de ces fameuses situations de communication qui sont regroupées autour de grandes notions. Alors si vous prenez un manuel à partir de ces générations de manuels là, et que vous regardez la table des matières, qu'est-ce que vous allez voir? Au lieu de voir méthode traditionnelle, l'article, le nom, l'adjectif, le verbe, la phrase relative, vous allez avoir faire connaissance, prendre le train, téléphoner,
faire ses courses, trouver un travail, aller dîner avec des amis. Donc, une notion qui est, si vous voulez, le pivot, le nœud central d'une situation de vie, d'une situation de communication de la vie quotidienne. Donc, notionnel, fonctionnel, parce que les objectifs sont qu'on soit capable de faire fonctionner la langue à travers les grandes notions de vie de la vie quotidienne. C'est plus du tout la même chose, évidemment. Seulement, comme on a réintroduit l'écrit, le manuel, on voit réapparaître aussi un peu de grammaire, un peu plus de structure, d'une certaine façon, une approche didactique un peu plus rationalisée. Alors comme c'est la grande époque du développement des sciences de l'éduc, vous allez voir en plus intervenir là-dedans tous les grands courants pédagogiques, quel type d'exercice on fait faire, les modes de structuration des groupes, les démarches empiriques, inductives, instrumentales, expérimentales, etc. Tout va apparaître là-dedans selon les méthodes. Mais les principes méthodologiques de base, ça reste ce qu'on vient de dire. Langue réaliste de la vie quotidienne, principalement entendue et parlée, secondairement lue, écrite et étudiée de façon un peu rationalisée. J'ai bien dit secondairement. Hein. Notamment, la norme est de plus en plus remise en question. Par exemple, dans les méthodes des années 80, vous allez voir de plus en plus des gens qui parlent des tas de français différents. Des français normaux, comme le mien, des gens qui ont un accent bizarre, comme vous, des gens de la francophonie en général. Alors qu'auparavant, c'était français, Académie française, le plus pur possible, avec tous les défauts du mot pur. À partir des années 90, vous voyez qu'on va arriver à l'heure. Hein. À partir des années 90, il y a un certain nombre de changements qui apparaissent dans les méthodologies, mais sans remettre en question ce choix fondamental. Simplement, il va y avoir des aménagements. Ça va rester très majoritairement, je vous parle des nouvelles méthodes qui apparaissent, évidemment, de la méthodologie audio-orale, communicative, active, directe, comme précédemment. Si vous voulez, à partir du moment où la grande rupture a été faite avec les méthodes audiovisuelles, l'idée que ce qu'on enseigne, c'est de la communication vécue, est un acquis sur lequel plus personne ne revient. Un bon exemple, hein, dans les instructions officielles d'enseignement des langues vivantes au collège, puisque c'est quand même là que ça se fait au départ, qui sont pas vraiment des modèles d'innovation d'habitude, hein, les instructions officielles de l'éducation nationale. Depuis les années 76, c'est clair, c'est tout le temps objectif communicatif. Alors on vous met quand même de la grammaire parce que l'école se traîne un tel passé qu'elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça, mais c'est objectif communicatif, de toute façon. Hein. Aujourd'hui, un enseignant qui, sortant de l'IUFM, irait faire un cours de grammaire, premier cours de l'année à ses élèves en, on va prendre une langue que vous êtes susceptibles tous d'enseigner, par exemple le japonais, vous prenez premier cours aujourd'hui, la structure du groupe nominal en japonais, il se fait fusiller par l'inspecteur. C'est fini. Ça va être, premier cours, on se dit bonjour en japonais. On entre en communication. Ça, c'est exigé partout. Donc c'est un acquis sur lequel plus personne ne revient, pour l'instant en tout cas. Par contre, là, il va y avoir des petits changements, mais ils sont en train de faire leur chemin et je me demande s'ils ne vont pas devenir des grands changements, parce que on arrive à la fin des années 90, là, hein, aujourd'hui, puis on arrive bientôt à midi et quart aussi. C'est qu'on voit, apparaître de plus en plus ce qu'on appelle des méthodes ciblées. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une méthode qui est bonne pour tout le monde, on fait des méthodes qui sont valables pour un public donné et ayant des objectifs donnés. Notamment
en ce qui concerne les choix lexicaux, les domaines de vocabulaire. De plus en plus, on s'est rendu compte, et à mon avis ça me paraît une bonne réaction, c'est fondé, qu'on ne peut pas enseigner la même langue à tout va, à tout le monde, quel que soit leur âge, quels que soient leurs intérêts, quels que soient leurs objectifs. Donc on s'est dit, d'accord, on va enseigner telle langue, alors mettons le français langue étrangère, mais les jeunes enfants, les adolescents, les adultes ou les retraités n'ont pas les mêmes préoccupations dans la vie quotidienne. Et si on veut que ça soit vivant, réaliste, que ça les accroche, il faut leur parler de leurs préoccupations de la vie quotidienne. Donc vous allez avoir des méthodes de français langue étrangère pour les tout petits, même ceux qui ne sont pas encore alphabétisés, pour les 2-3 ans par exemple, il y en a. Vous allez avoir des méthodes pour les adolescents, il y en a énormément évidemment, puisque c'est l'âge où les gens apprennent les langues à l'école. Vous allez avoir des méthodes pour les adultes dans la vie professionnelle, et vous allez avoir des méthodes pour l'université du 3e âge, avec des situations de communication et des situations de vie qui évidemment ne sont pas les mêmes. Hein. Les ados, il y a tout le vocabulaire de sortir le soir, faire une boum, se faire engueuler par le prof à l'école, enfin des trucs de la vie quotidienne d'un adolescent. Ce qui n'est pas le cas dans la vie professionnelle des adultes. Les petits gamins, ça va être, on va leur raconter une histoire avec des animaux qui sont des héros, ça fait un peu Walt Disney. Il y a aussi des choix qui sont faits en fonction des préoccupations professionnelles. Parce que n'oubliez pas une chose, hein, c'est que l'enseignement des langues, en général, contrairement à ce qu'on pourrait se figurer, c'est surtout un enseignement qui est fait aux adultes qui ont des besoins effectifs. Sur Terre, la plupart des enseignements de langue qui se font, et notamment les plus efficaces, ceux qui marchent bien, sont ceux qui sont faits à des groupes d'adultes ayant des besoins professionnels, ou des besoins sociaux en général. Je pense par exemple aux travailleurs migrants. Il ne faudrait pas focaliser sur 6e, 5e, 4e, 3e. Hein. Ça, c'est relativement minoritaire. Donc, on va faire des méthodes pour, par exemple, des gens qui ont telle langue au départ. Tiens, ça va avoir des retombées. Par exemple, on va faire des méthodes de français langue étrangère pour anglophones, pour hispanophones, pour arabophones, pour, là c'est un peu plus globalisé, asiatique, Asie du Sud-Est, par exemple. On va faire des méthodes ciblées sur des champs professionnels. Le français langue étrangère, du tourisme, du secrétariat, de la médecine, pour des gens qui ont besoin de parler français dans ces situations-là. Donc, première modification, on cible. Deuxième modification, on réintroduit, je l'ai un peu fait sentir, de la méthode indirecte. Ah, alors là, c'est plus radical, c'est plus fondamental. C'est-à-dire que on a à nouveau le droit d'utiliser une autre langue que la langue cible dans la classe. Et vous avez des méthodes où on va donner dès le début aux élèves, par exemple, les questions qu'il faut poser pour obtenir des traductions. De type, comment est-ce qu'on dit, j'en sais rien moi, peine en français? Et on leur apprend ça dès le début pour leur donner des outils d'acquisition de la langue. Alors que dans les méthodes directes, c'était absolument honni ce genre de choses-là. On va faire distinguer des langues aux gens. On en voit plein dans les méthodes actuellement. Les gamins, en 6e et même en 5e, au début, on leur fait entendre. Alors, ils viennent par exemple suivre le cours d'anglais. Ils ont, dès les premières pages, de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, je ne sais pas moi, de l'arabe et puis de l'inouï. Allez, je prends un exemple un peu exotique. On leur fait écouter, puis on leur fait reconnaître les langues pour que ça soit contrastif. Alors ça, introduire d'autres langues, c'est de la méthode indirecte. Éventuellement, on va leur faire des du type « Comment est-ce que tu dirais en… » Alors, moi je vous le dis dans un manuel que j'ai vu récemment, c'est un manuel d'anglais. « Comment est-ce que tu dirais en anglais que tu es fatigué et que tu vas te coucher ?» Ça, c'est de la méthode indirecte, puisqu'on leur pose la question en français dans un livre d'anglais. Vous voyez, on réintroduit de la méthode indirecte. Bon, c'est pas forcément idiot, ça se discute aussi. L'idée qu'après tout, la langue qu'ont les gens, ça peut être une ressource, pas une mauvaise idée. Et puis, dernière caractéristique, donc j'ai dit ciblé, indirect
Et dernière caractéristique très importante, on la voit en pleine expansion actuellement, c'est le fait que ce sont des méthodes dites interculturelles. C'est-à-dire des méthodes qui ont pour ambition de favoriser la rencontre entre les peuples, entre les cultures, de développer la bienveillance, la tolérance, toutes sortes de grandes valeurs comme ça. Justement là où se crispent les différences, des gens qui parlent des langues différentes, au départ on peut imaginer que c'est vraiment la situation conflictuelle la plus forte, la situation frontale. Et justement on essaye de les dédramatiser pour que les gens apprennent justement la rencontre entre les cultures. Alors ça devient banal d'avoir par exemple dans les méthodes de langue des situations où vous avez notamment dans les grandes langues occidentales des locuteurs qui sont des travailleurs immigrés. Vous prenez une méthode d'anglais, aujourd'hui, si vous n'avez pas un Pakistanais dans un coin, c'est bien rare. Vous prenez une méthode de français, vous allez avoir un français qui est noir ou un français qui est d'origine maghrébine. Et on essaye de faire se diversifier la langue. On essaye de faire se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a de commun? Vous venez apprendre le français? Ben voilà ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous mangez? Ah ben tiens, on mange aussi la même chose, mais parfois pas la même chose. On essaye de créer des échanges entre les cultures, et donc ça implique une modification du contenu. C'est que c'est plus seulement la langue qui est visée, c'est la langue et de plus en plus fortement le mode de vie qui va avec. Il y en avait déjà, mais là il y en a de plus en plus. Et puis, mais on verra ça plus tard, et vous avez d'autres cours pour l'étudier, on voit apparaître des méthodes qui s'appuient sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies. En tout cas, des supports méthodologiques.